Très bien. Alors, Pascal Casari. Très bien, merci. Pascal Casari, on va aller assez vite parce que le temps malheureusement s'écoule et nous est compté au bout du compte malgré tout. Pour expliquer complètement comment ça se passe, quelle est la fluidité, une entreprise arrive auprès du bureau de tri, l'espace entreprise, et puis est dirigée vers une cellule de compétences. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule de compétences? Quelle est la rapidité de réaction? Qu'est-ce qui s'enchaîne? Quels sont les choix? Qu'est-ce qu'il y a à faire et comment ça se passe? Alors c'est très variable. On a justement un dispositif qui est encore en régime transitoire, mais qui à terme va consister à avoir un réseau d'experts et des personnes qui peuvent répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une obligation de résultat. Donc la prise en compte de l'information est relativement rapide et on peut aller d'un service rendu qui est dans la journée. Je prenais exemple il y a quelques temps là, sur une société qui est à Saint-Nazaire et qui a un atelier fil rouge, speed shop pour les pièces aéronautiques. Quand un avion est cloué au sol, ils peuvent faire une pièce en un temps record. Pourquoi on ne se projetterait pas vers là et on met tout en place pour faire ce genre de choses? Dans la journée. Enlever une épine dans le pied d'une entreprise. L'entreprise arrive avec, il y a quelque temps, une entreprise aéronautique de Saint-Nazaire arrive avec un problème. Ils savent qu'à l'IUT, on peut le résoudre. On va les dépanner, évidemment. Donc voilà, ça paraît très extrême, mais si on peut le faire, on le fait. Donc c'est pas garanti non plus, puisque les gens sont tous, je dirais, avec leur quotidien, et c'est pas forcément évident. Mais si le jeu en vaut la chandelle, et si l'entreprise a vraiment un problème, on va le prendre en priorité. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une réelle capacité de mobilisation, des capacités intellectuelles qu'il y a à l'université, oui. Rapide. Et puis un autre aspect, c'est pour trouver capacité, ça veut dire qu'il fallait jusqu'à présent chercher beaucoup parce qu'une entreprise avait une épine dans le pied sur de l'innovation, sur un développement qu'elle ne pouvait faire nulle part ailleurs. Est-ce que vous pouvez être concret, prendre l'exemple concret, sans dévoiler bien entendu le nom de l'entreprise? Une illustration, voilà, c'est ça. Voilà, par exemple, sur la cellule structure dont je suis responsable, sur les 3 dernières années, voilà l'ensemble des sujets qu'on a traités. Alors, on prend en haut à gauche, c'est le bateau néo-zélandais pour la Coupe de l'América. Par le bouche à oreille, ils savent qu'on sait instrumenter les structures par fibre optique. D'accord. Donc le caractère international dont Jean-Charles Cailloux parlait tout à l'heure, c'est aller à 20 000 km, les former à l'instrumentation, instrumenter leur bateau, et voilà la reconnaissance finalement de l'expertise qu'on a capitalisée en recherche. Instrumenté, mais vous n'étiez pas sur les matériaux, là, vous étiez sur autre chose. C'est la structure, c'est-à-dire le carbone. Le carbone. Voilà. Donc on instrumente ce bateau et ils sont très contents du résultat. Ensuite, vous avez un cheval. Sur le cheval, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y mettre des capteurs, puisque dans l'exercice de dressage, l'entraîneur ne voit pas quel ordre est donné au cheval. Donc il développe des applications et il cherche sur le territoire quelqu'un qui va pouvoir faire des capteurs à façon, et c'est ce qu'on a fait. À droite, c'est encore plus original, c'est une balance pour peser les canards dans l'agroalimentaire. J'allais dire c'est un poulailler, mais bon, là, oui. Voilà. Des canards vont et viennent dans des élevages, il faut les peser, c'est crucial pour le développement économique de l'entreprise qui veut se développer notamment en Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on met un étudiant dessus parce qu'ils ne sont pas très argentés et en l'espace de 3 mois, ils ont un prototype qu'ils peuvent évaluer qui pèse leur canard dès que le canard passe. En bas à droite, c'est une grosse entreprise, celle de la pesée des canards? Oui, Télécom du ah oui, quand même. Si vous voulez. Donc, quand même. Oui, c'est pas... Oui. Alors, comment ils nous ont trouvés? Justement, ils cherchaient et ils sont tombés sur l'aiguillage capacité, l'aiguillage d'espace entreprise qui a permis d'amener ce type de problématique. Ensuite, en bas à droite, c'est un peu plus classique, c'est de la prestation à façon pour instrumenter un châssis de nouveaux véhicules. Et l'industriel en question est venu chez nous parce qu'il voulait conserver une certaine confidentialité. Sinon, il allait chez des prestataires que tous les fabricants de véhicules sollicitaient. Donc ils sont venus. Là, c'est dans le cadre du sport, on instrumente des palmes. Et là, c'est un petit capteur où on va mélanger de l'innovation et du savoir-faire, c'est-à-dire des capteurs classiques, mais basés sur l'emploi des nouveaux matériaux. Donc tout ça, c'est quoi? C'est des prestations qui sont de l'expertise, des choses qui ne sont pas vraiment du développement de recherche, mais dans certains cas, ça s'appelle de la recherche, puisqu'on n'a pas de solution technologique. D'accord. Vous avez une idée des budgets à chaque fois? Les budgets, même à la louche? Là, du plus petit au plus grand, ça va de 500 à 20 000 euros. Voilà, ça c'est pour... De 500 euros? Oui, de 500 euros. Pour qui? Jusqu'à 20 000 euros.
500 €, c'est en général quand on développe un capteur comme celui qui est en bas à gauche. D'accord. Voilà. Et le plus coûteux, ça a été lequel du coup? Oui, les 20 000 €, c'est capable de nous mobiliser pour partir en Nouvelle-Zélande plusieurs fois. Parfait. Merci. Et là, d'un seul coup, on comprend que c'est très, très facilement jouable, y compris par une petite entreprise, une PME. Alors, je vais passer à un trio qui est Yves Pouzin, Hélène Kerembloch et Olivier Cardin. Mais je vais commencer par vous, madame. Il fallait bien que je fasse ça pour vous, après vous avoir relégué en dernière citation. Présentez-nous TIPCO en quelques mots et votre fonction, et puis après on va enchaîner directement sur l'exemple. Alors TIPCO, on a un groupe de prestations numériques, donc groupe nantais, environ 1000 collaborateurs et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a 2 métiers principaux. Le premier, c'est de faire de l'assistance à l'utilisateur connecté. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes tous utilisateurs de PC, de téléphone ou autre, et quand vous avez besoin d'assistance, vous appelez, si votre entreprise a passé un contrat avec nous, vous appelez notre service desk qui essaye de comprendre ce qui vous arrive et vous apporte la solution soit en direct, soit fait intervenir un de nos techniciens qui est présent sur nos 86. Tirer l'épine du pied dans la journée, comme le disait Pascal Casari tout à l'heure. Qui intervient dans nos 86 points techniques pour accompagner. Donc ça, c'est le premier métier. Et le deuxième, on travaille, et c'est le métier pour lequel on est présent aujourd'hui, pour les opérateurs de télécom. Et en fait, on installe, on maintient, on administre l'usine numérique, les réseaux des opérateurs en télécommunication. Les centraux, les machines lourdes. Orange, SFR, Bouygues Télécom que vous venez de citer. D'accord. Et vous êtes directrice de la communication de TIPCO. Alors, quel était votre besoin au moment où vous faites appel au duo qui va parler tout à l'heure, de l'IUT, de Nantes? C'est créer un engin de manutention, une sorte de diable, mais capable, enfin un diable, oui, c'est sur des roues, voilà. Mais capable de transporter, je dirais, un caisson de nitroglycérine, donc quelque chose d'extrêmement précieux, dangereux à manipuler. Vous êtes diabolique, non, c'est pas à ce point-là dangereux. Mais avec une seule personne, c'est très lourd, une seule personne, et ça peut passer dans les escaliers. En gros... Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de ça? Donc, quand nos techniciens interviennent pour installer sur les réseaux des opérateurs des routeurs qui font 50 kg, il faut qu'ils soient deux pour sortir le routeur du véhicule et ensuite le mettre dans les racks qui vont bien. Et en fait, il faut être 2 uniquement pour cette opération de manutention. Ensuite, pour tout le reste, une seule personne suffit pour faire l'installation. Et on intervient sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de dire comment on peut sécuriser la prestation du technicien en lui évitant des charges lourdes. Donc là, on recherchait de l'ergonomie et de la sécurité. Mais n'avoir qu'une seule personne pour le faire. N'avoir qu'une seule personne et là, d'augmenter notre productivité. Donc c'est un raisonnement économique que vous menez et vous dites, on a un besoin là. Voilà. Et vous trouvez l'IUT comment? Dans un premier temps, on cherche sur le marché ce qui existe. Et donc nos équipes ont testé et ça ne convenait pas aux besoins. Donc là, ils se sont dit, il faut qu'on invente. Et au moment de dire, il faut qu'on invente, ils se sont dit, l'équipe technique en question s'est dit, tournons-nous vers l'IUT génie mécanique et allons les voir si c'est un sujet qui intéresserait leurs étudiants. Et de fait, au mois de juin 2012 ou dans 2013, 2012. Il y a donc eu une rencontre avec M. Pouzin et présentation du sujet. Monsieur Pouzin a travaillé pendant l'été et à la rentrée, il a dit OK, banco pour un sujet pour mes étudiants. Voilà. Et voilà, donc il y a eu un brief au mois de septembre et les étudiants ont planché pendant toute l'année. Alors, une question quand même qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure, il y a une alternative, c'est où je fais appel à un prestataire, mais bon, le prestataire, il y a le risque de fuite de secret, où il n'y a pas la capacité, et il y a l'IUT que vous finissez par détecter comme ayant les compétences pour faire ça. Je crois que dans leur esprit, ça a été clair assez vite. Ça a été clair tout de suite. Ça pourrait être un bon sujet de stage et qu'en fait, en termes de temps, c'est plutôt une mission. Donc, droit vers l'IUT. Yves Pouzin, alors, vous êtes enseignant et responsable donc du Centre de ressources techniques et de transfert. Vous avez travaillé tout l'été sur est-ce qu'on peut faire... Mais travailler, c'est y compris sur le plan technique. Est-ce que les étudiants peuvent le faire? Et puis, c'est aussi sur le plan pédagogique. Oui, alors effectivement j'ai travaillé tout l'été, c'est pour ça qu'on a retenu le sujet. Non, plus sérieusement, peut-être qu'avant de parler du sujet qui nous concerne, c'est d'expliquer l'organisation pédagogique de notre département.
on a fait un choix, donc, sur des études de techniciens supérieurs, d'organiser la deuxième année autour d'un projet industriel. Donc c'est directement emboîtable. Tout à fait. C'est-à-dire que on a un outil qui est décliné sur un grand nombre de possibilités, qui permet à une entreprise de nous soumettre un sujet et 9 mois après, il y a l'éclosion et le projet... Très bien. 9 mois, c'est... À chaque fois 9 mois, il y a une reproductibilité. Bon, c'est intéressant. Tipco arrive avec quoi? Un cahier des charges Tipco arrivé avec le truc de 50 kilos qu'il faut transporter, débrouillez-vous? Arrivé avec un élément très important, c'est un besoin. C'est-à-dire qu'un besoin formalisé... Tel qu'il a été énoncé par Mme Kernbloch. Et pour nous, il est très important qu'on fasse travailler les étudiants sur des projets avec des besoins qui sont bien cadrés. Voilà. Ça permet d'avoir, au niveau pédagogique, un déroulé au niveau de l'étude du projet, de la fabrication, de la mise au point, d'avoir un accompagnement de l'entreprise, puisque effectivement ils sont intéressés aux résultats, et ça permet effectivement d'arriver, comme dans le cas qui nous concerne, au dépôt d'un brevet. Voilà. Alors, vous avez une méthodologie pour aborder ça. L'énoncé du besoin, ça a été dit tout à l'heure. Mais pour autant, ça ne donne pas d'idée. Non, alors... Et comment est-ce qu'on arrive de cet énoncé du besoin à idée, proto, via, etc. C'est un boulot de pédagogue. C'est-à-dire qu'on a mis en fait, le projet, ça permet l'application de tous les courants de définition d'un cahier des charges, d'analyse fonctionnelle, de savoir comment on va fabriquer, de conception, de réalisation. Donc en fait, c'est une application, c'est un travaux pratique, ce sont des travaux pratiques qui permettent de valider toutes les connaissances. D'accord, mais il y a malgré tout ne serait-ce qu'une étincelle de création, d'innovation. Qui est-ce qui... où se situe la pierre à silex là? C'est chez les étudiants ou c'est la confrontation étudiant-enseignant Eh bien, je pense que les étudiants, naturellement... Ils ont des idées. Bien sûr. Et c'est d'abord ça, ce qui permet... Et ils ne savent pas que c'est impossible, donc ils le font comme... Et puis ils vont faire des séances de brainstorming, ils vont analyser, ils vont faire des recherches, etc. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Toute la phase, disons, d'analyse, de maturation, de recherche de solutions, ça fait d'analyse du marché, puisque là, dans le cas qui nous concerne, on a... Tipco nous a livré le produit du marché qui existait, qui ne répondait pas à leurs besoins. Et on a analysé tous les autres produits du marché, et à partir de là, on a mis tout à plat, et on a ressorti les étudiants ont fait une recherche de solutions, et ces recherches de solutions, ils ont fait des choix, donc on a des outils de recherche de solutions et des outils de choix de solutions, et à partir de là, on a organisé ces solutions, et ça a permis, à la fin, de montrer que le produit que les étudiants avaient étudié pouvait être brevetable. C'est-à-dire qu'il y avait création, il y avait quelque chose de nouveau par rapport à l'existence sur le marché. Donc si c'est brevetable, c'est qu'il y avait une vraie innovation. Tout à fait. Donc une vraie idée nouvelle. Mais c'était présenté à quel stade? Ça, c'était des solutions en 3D ou en plan ou il y a eu un proto? Alors, ça a été bien évidemment de l'étude. Donc, vous avez alors, le voici. Donc là, à gauche, vous avez le proto qu'on a réalisé avec la baie informatique et le routeur que l'on doit installer. À droite, sur la vue de droite, c'est le routeur, donc avec le prototype qu'on a réalisé en phase d'installation du routeur au sein de la baie. Au sein du rack. Qu'on a réalisé sur 2 autres vues. Bon, c'est vrai que quand on regarde le système, on se dit que on n'a pas révolutionné les choses, sauf qu'on a répondu à un besoin très précis. On a aussi un élément d'innovation qui n'est pas représenté dans la vue, qui permet d'installer le routeur au sein de la baie. Donc je dirais qu'il y a vraiment innovation. C'est-à-dire que vous êtes presque allé au-delà de l'énoncé du besoin avec le... Non, ils ont répondu parfaitement à tout. Il y avait 2 ou 3 éléments fondamentaux dans le besoin, et ils y ont répondu. Donc le fait de pouvoir transporter, donc, ce que vous appeliez tout à l'heure le diable, monter des escaliers, monter des marches, et ensuite mettre le routeur en sécurité face à la baie, le monter et le pousser dans la baie. Et l'installer dans la baie.
Alors, Olivier Cardin, vous allez prendre le micro. Vous co-dirigez avec Yves le groupe. Sur le plan pédagogique pour les élèves, ils ont accru leurs connaissances, utilisé leurs connaissances d'abord, comme le signalait Yves, mais aussi accru leurs connaissances. Et avec un résultat qui doit être... quel est-il pour eux, pour vous qui les regardez évoluer et progresser? Oui, effectivement, un projet comme celui-là, en fait, pour les étudiants, c'est extrêmement valorisant. C'est des étudiants qui font des études là à niveau Bac+2, donc qui obtiennent juste à la fin de ce projet leur DUT. Et en fait, dans l'ensemble des DUT, nous avons sur chacune des disciplines des projets qui sont effectués par les étudiants et qui viennent en complément des stages qui font déjà en immersion en entreprise. Là c'est presque un môle pédagogique, cette histoire. Ça a tourné autour de ça pendant un certain nombre de mois. Exactement. Là, on a, sur un projet comme ça, on a entre 8 et 10 étudiants tous les ans qui planchent sur ce type de projet. On a entre 8 et 12 projets industriels tous les ans qui sont traités rien qu'au département Génie Méca et bien d'autres en comptant l'ensemble des départements de l'IUT. Et ces projets-là donnent aux étudiants une deuxième expérience en plus de ce qu'ils peuvent réaliser dans leur stage classiquement d'insertion professionnelle. Ça les rend beaucoup plus employables lorsqu'ils sont sur le marché du travail, ça ? Alors c'est toujours un intérêt pour eux, hein. C'est toujours un élément crucial pour leur CV à cet âge-là, puisque c'est souvent des étudiants qui commencent les études supérieures, hein. On est sur un niveau Bac+2, et donc ça permet globalement de multiplier par 2 leur expérience, donc évidemment c'est quelque chose d'énorme. Et puis c'est un facteur, c'est une activité pédagogique qui fait vraiment mûrir les étudiants, puisqu'ils sont sur une activité où ils ont une grande autonomie, une grande liberté, mais aussi il en est un grand nombre de contraintes qu'ils appréhendent au fur et à mesure de l'année et qui pour eux vraiment sont intéressantes. Au témoin d'un doute, 8 étudiants, est-ce qu'ils sont co-détenteurs du brevet qui est déposé ou... Alors là, on a... l'activité de brevet est toujours liée à la définition de l'activité inventive et donc forcément il y a la définition de qui sont les inventeurs de certaines parties. Et en l'occurrence sur ce projet-là, les étudiants, en fait l'ensemble du chariot est breveté. Mais c'est une partie assez spécifique, là, celle qui n'est pas représentée justement sur ces représentations. Ah bon, il ne faut pas l'avoir qui est brevetée et qui est la translation dans le RAC. Dans le RAC, voilà. Et donc, oui, effectivement, ces points-là sont toujours comment dire, des points difficiles à appréhender et difficiles à mettre en avant, d'autant qu'il y a pas mal de complexité sur la définition des brevets avec des étudiants qui partent de l'établissement derrière. Mais ça veut dire, c'est pas tellement pour le gain qu'ils peuvent en retirer, mais surtout pour dire je suis co-détenteur ou ce brevet, j'y suis pour quelque chose. Ça représente quelque chose pour une entreprise qui recherche. L'intérêt, c'est vraiment d'essayer de valoriser les étudiants qui, dans cette optique, ont réussi à faire ça. Et en fait, dans notre processus, on a parlé beaucoup avec Capacité de toute la partie recherche qu'on fait avec les entreprises. Et là, on voit que ces activités pédagogiques, elles amènent également aux entreprises quelque chose de différent qui n'est pas forcément de la recherche, qui est quelquefois plus du développement, quelquefois de l'innovation qui est un peu plus mesurée. Oui. Mais là, l'exemple de TIPCO est tout à fait parlant, puisqu'on s'adresse à quelqu'un avec une innovation qui n'est pas dans son cœur de métier, et qui vient en complément et qui est quelque chose qui était un besoin crucial mais qui n'est pas dans son cœur de métier, et grâce à toutes ces activités-là et à la pluridisciplinarité de notre établissement à l'université, on a les moyens de répondre à ces... Yves Pouzin, il a fallu que vous alliez plus loin parce que c'est pas vous qui alliez le fabriquer, ce chariot. Il a fallu trouver l'entreprise apte à le fabriquer. Alors, on a fabriqué le premier prototype. Oui, ça vous avez fait le proto. Mais vous avez tous les outils qui permettent de le faire. On a les outils classiques d'un atelier de mécanique. D'accord. Donc ça n'a pas dû être trop difficile de trouver un sous-traitant pour quelqu'un qui allait le faire. Après, on a fait une recherche
à la demande de la société TIPCO, d'une société en capacité d'industrialiser et éventuellement qui a un savoir-faire dans le même domaine du transport, de la manutention. On a trouvé une société qui fabrique et qui a un catalogue de diffusion par Internet de produits. Et donc, c'est eux qui ont naturellement pris le relais et que je pense qu'on va dire qu'ils ont fait un premier prototype industrialisé où il y a encore quelques remarques, mais très rapidement, derrière, il y aura une première série de 20 exemplaires qui va être réalisée. Question, est-ce que ça peut servir à autre chose qu'à répondre aux besoins de TIPCO ? Alors, vous voulez répondre, vous? Ouais. Ça servira sans doute à d'autres, voire à des gens qui ont sans doute le même besoin, parce que porter une charge et l'insérer quelque part. Seul, voilà. Et chez nous, ça a déjà trouvé une autre application. On pense déjà à d'autres sujets. Mais qui a trouvé ça? Ce sont les utilisateurs directs qui ont déterminé un nouvel usage? Voilà, qui se disent, puisqu'on peut le faire avec ce type de matériel, il y a d'autres sujets chez nous à traiter de la même façon, et donc... c'est peut-être pas 5 chariots qu'il faudra ou 10 chariots, mais sans doute un peu plus. Alors, donc vous êtes complètement satisfait chez TIPCO de la collaboration que vous avez menée avec l'IUT de Nantes? Oui, alors je parlais au nom de mes collègues qui ont géré le projet, donc Eric Baluet. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a trouvé vraiment des étudiants moteurs qui avaient vraiment envie d'aboutir, qui étaient motivés, donc ça a été très agréable, qui ont eu la compétence, qui ont été bien encadrés avec une équipe aussi d'enseignants qui ont voulu vraiment aller au bout des choses. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qui s'est suivi pour le dépôt du brevet, pour la recherche de l'industriel. Donc c'est quelque chose qui est abouti et ça c'est plaisant. Voilà. Pour le dépôt du brevet, j'allais y revenir. Signé par la SADT, West Valor, qui a fait un boulot remarquable sur déjà la première signature du contrat entre l'IUT et puis TIPCO, et puis ensuite nous a accompagnés sur toutes les démarches nécessaires, et donc je pense qu'on a fait un boulot vraiment professionnel. Oui. Vous avez signé à un moment avec vos élèves, vos étudiants, de confidentialité, ça va de soi, oui. Oui. Alors, au bout du compte, qui est détenteur? Quels sont les co-détenteurs du brevet, Hélène Caron-Bloch? L'Université de Nantes. Alors, l'Université de Nantes et TIPCO. Et TIPCO. D'accord. Voilà. Il y a un prorata selon les règles habituelles. Selon les règles habituelles qui sont donc on doit être à 50. En fait, le prorata a été déterminé classiquement en fonction des moyens qui ont été engagés par chacune des parties sur le projet. C'est ça, c'est la règle, ça. Et donc, les étudiants ne peuvent pas dire qu'ils sont co-détenteurs de ce brevet, mais qu'ils y ont participé, c'est clair. Oui, tout à fait. Ouais. Parfait, très bon exemple, merci. Avec vous, Benoît Furet, avec vous, Didier Barbary, on va passer au second. Didier Barbary, vous êtes gérant de la société GB2, productique du groupe Europe Technologies. Présentez-nous rapidement votre entreprise. Alors donc GB2 est une société qui conçoit et réalise des installations robotisées pour l'industrie. Donc ce sont nos clients qui produisent des produits du quotidien ou des produits industriels. Ils ont besoin d'équipements pour les fabriquer. Vous pouvez transformer ça en robot alors finalement vous? Alors non, pardonnez-moi. Donc nous on parle de produits standards qui sont des robots polyarticulés qu'on trouve sur le marché, et on transforme ces composants standards pour en faire des machines spécifiques aux besoins de chacun de nos clients. Donc notre valeur ajoutée elle est vraiment dans le développement spécifique. Mais malgré tout, c'est un domaine assez concurrentiel, et nous on a cherché assez tôt à avoir des savoir-faire très spécifiques en termes d'application, et donc on a cherché à développer donc des procédés particuliers mis en œuvre par des robots, et ça a été, je dirais, le premier axe qui nous a motivés à aller chercher de la technicité et de l'innovation. Alors, au fond, vous vous retrouvez, vous, entreprise, dans les mêmes conditions que l'IUT, recevant la demande de TIPCO. Une entreprise vient vous faire part de son besoin, et vous avez à trouver les solutions. Alors, il y a deux démarches, en fait, parce qu'effectivement, on pourrait être en attente des besoins du marché et répondre à tout type d'application. Moi, c'est ce que je qualifie un peu chez nous d'application tout venant dans une stratégie régionale où on va répondre aux besoins de tout le monde. Mais malheureusement, c'est un marché très concurrentiel. Ouais. Donc, à mon sens, c'est pas l'activité qui est. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on a plutôt une démarche inverse, à dire quels sont les besoins globalement dans l'industrie, quels sont ceux qui sont pas forcément très bien couverts par les acteurs du marché, et où est-ce que nous on va pouvoir apporter quelque chose, où est-ce qu'on pourra continuer à développer pour avoir réellement une longueur d'avance. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez, votre propre service de recherche et de développement ?
On va dire que c'est toute l'entreprise qui contribue à la recherche et développement. D'accord. Puisque, et qui va trouver les concours extérieurs dont elle a besoin au fur et à mesure que ses besoins lui apparaissent. Voilà, alors il y a des premiers projets qu'on a réalisés en interne, on le fait tous les jours évidemment. Par contre, le fait de côtoyer des acteurs de la recherche va nous apporter des petites idées, quelquefois des idées toutes simples auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on est pris dans notre quotidien, ou alors on a des projets beaucoup plus ambitieux qui vont réellement apporter des applications. C'est excitant et attisant. Ça attise les capacités. On est dans des métiers très techniques, donc évidemment, plus on a des sujets variés, plus on motive aussi les équipes. Mais alors, expliquez-nous quel était le besoin que vous aviez, comment le formulez-vous quand vous êtes rapproché de l'UIT et donc de Benoît Furet? Alors notre démarche n'a pas du tout été celle de TIPCO en fait, puisque pour la petite histoire, on avait démarré sur des applications de détourage dans les matériaux composites, et puis finalement, par des échanges auprès d'acteurs régionaux qui avaient les mêmes besoins, on s'est retrouvé dans un groupe de travail et on s'est dit tiens, on va monter un projet collaboratif pour apporter tous ensemble des solutions à des industriels locaux. C'était pas un besoin centré, c'était ciblé. C'était on va dire on avance pour globalement trouver des solutions qui correspondent. Donc c'était pas un besoin très précis pour répondre à une application de GB2 ou d'un client particulier, c'est de dire tiens, on va réfléchir. Mais ça veut dire que vous connaissiez votre interlocuteur avant et sur d'autres terrains ou vous avez jeté votre dévolu sur ce professeur? Non, c'est les relations qui au fil du temps se sont inscrites autour de ce projet, et puis finalement on commence à réfléchir sur un projet, et puis je pense que un des facteurs déclencheurs ça a été de mettre nos équipes à travailler ensemble sur une thématique bien précise. Alors cette thématique c'était quoi? Alors là c'était un point très précis, je me souviens, c'était faire de l'asservissement d'un robot avec un tracker laser. Alors c'est des termes très techniques, mais on dit faire de l'asservissement à un robot avec un tracker laser. Voilà, donc un robot ça fait des déplacements pas très précis, on veut le rendre très précis et on dit tiens, on lui greffe un outil de mesure et on les fait causer ensemble. Voilà. Donc, le tracker devait causer avec le robot, mais nos équipes finalement devaient causer entre elles. C'est-à-dire que le robot a son GPS intégré, en d'autres termes. On pourrait l'imaginer un peu comme ça. D'accord. Et donc ça a été une première expérience de collaboration à ce que nos équipes travaillent avec les équipes de l'IUT.